Eh bien, bonjour les amis, c'est un plaisir de vous retrouver pour 45 minutes d'énergie avec une invitée exceptionnelle. Elle s'appelle Victoria Benaïm, on se connaît déjà depuis quelques années et c'est pour moi un plaisir de partager ce moment. Alors, peut-être en introduction et avant de commencer, j'allais dire, cette interview et ces échanges, je vais vous dire pourquoi on a choisi Victoria. Moi, j'ai choisi Victoria parce que je l'ai connue dans un contexte un peu compliqué. Elle venait de créer sa première start-up depuis déjà quelques temps sur un projet assez innovant et on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Elle a rencontré des difficultés parce qu'on sait que le parcours d'un entrepreneur, et aujourd'hui on parle surtout et on s'adresse avant tout à nos femmes chefs d'entreprise parce qu'il en faut et on a envie de vous donner l'envie de créer et d'investir, c'est important. Et c'est vrai que Victoria, elle a rencontré plein d'obstacles, elle les a surmontés et pour moi, elle symbolise l'énergie, la créativité, l'adaptabilité. Elle est inspirante, elle est intuitive, elle a une intelligence intuitive remarquable et vous allez voir que son parcours est tout simplement voilà, un modèle de réussite et je pense qu'il va vous inspirer. Alors aujourd'hui, Victoria, je te souhaite la bienvenue. Salut Nicolas, merci beaucoup pour cette introduction. C'est un plaisir partagé parce que c'est vrai que comme tu l'as dit, ça n'a pas été un long fleuve tranquille ma carrière d'entrepreneuse. Et d'ailleurs, tu as été à mes côtés un bon bout de chemin. Ouais, Donc, c'est vrai. plaisir partagé d'être avec toi aujourd'hui et avec vous toutes en virtuel pour partager un moment. Alors, Victoria, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu nous exposes, voilà, que tu nous brosses un petit peu ton parcours. Comment tu as décidé de devenir entrepreneur et de créer ta première start-up? Ça t'est venu comment, cette idée? Alors, c'est assez marrant parce que quand j'étais petite, j'avais toujours un petit peu de caractère, j'étais toujours un petit peu leader, déléguée de classe. Voilà, je voulais toujours faire plein de choses. Et on me disait souvent, peut-être que tu serais une bonne entrepreneuse, mais j'avais pas du tout l'intention de créer une boîte. Moi, je sortais d'école de commerce, je voulais aller faire du marketing, je voulais être tranquille dans une petite société. Et finalement, un soir, j'ai eu une idée. Une belle idée, et cette idée m'a tellement hantée que j'ai écrit un article là-dessus d'ailleurs qui est quand une idée t'empêche de dormir, lance-toi. Donc cette idée m'empêchait de dormir et je me suis dit pourquoi pas. J'avais 25 ans, il fallait que je fasse un projet pour ma majeure entrepreneuriale. Donc de base c'était censé être un projet d'école et ce projet est devenu réalité puisque je pouvais plus m'arrêter une fois que j'avais commencé. C'était une véritable drogue d'aller jusqu'au bout de mon idée. Et donc, comment j'ai eu cette idée c'est que ma grande sœur est allergique au latex et à la morphine. Et quand j'étais petite, plusieurs fois, on a été dans des situations où, à cause de son allergie au latex, notamment, elle gonflait en fait. Ses bras, son cou, sa gorge. Et un jour, j'étais avec elle, j'étais petite, et elle a eu cette fameuse allergie. Et les pompiers sont arrivés, mais personne ne savait qu'elle était allergique au latex. Et moi, j'avais 6 ans. Et j'ai dit aux pompiers, écoutez, je pense qu'elle est en train de faire une allergie au latex et qu'il faut lui donner un antihistaminique, parce que je connaissais ça. Et donc, ils ont pu lui porter secours très, très vite. Et c'est ce qui m'a donné envie de créer un concept qui pouvait aider les personnes comme ma sœur dans des situations d'urgence, quand ils sont incapables de s'exprimer, de pouvoir transmettre leurs informations vitales aux secouristes. Et voilà. Et donc, c'est la naissance De l'IVA. de l'IVA. Voilà. Première start-up. On est en quelle année, là? 2015? Ouais, 2014 même. 2014-2015, ouais. Voilà, c'est ça, 2014. Alors, tu t'y prends comment pour créer cette start-up de manière très concrète? Concrètement, Là, tu es parti en fait d'une expérience de la vie qui touchait une de tes proches, puisque c'était ta sœur, et finalement, d'un problème posé à un instant donné, tu as pris cette idée, tu as décidé de te l'accaparer et d'en monter un projet entrepreneurial. ouais, exactement. Et comment je m'y suis prise j'étais quand même assez jeune, donc j'avais un réseau limité, mais j'avais quand même un réseau. Et j'ai regardé un petit peu dans mon réseau quelles compétences j'avais et quelles compétences j'avais besoin. Donc j'avais besoin d'un quelqu'un qui savait designer des bijoux, donc j'avais besoin de ça. J'avais besoin de quelqu'un qui maîtrisait l'IT, j'avais besoin de quelqu'un qui maîtrisait le business.
Et en fait, en cherchant bien dans les amis d'amis d'amis d'amis, j'avais un petit peu tout ce qu'il me fallait pour avoir les compétences. Et en fait, quand on demande de l'aide, c'est assez fou, hein, mais on en obtient. Donc voilà, l'idée c'était d'aller chercher là où je pouvais, l'aide que je pouvais pour me lancer. Donc ça a été mon école de commerce, mes professeurs, mes amis, les parents de mes amis, tout le monde. Et chacun a mis sa petite graine à l'édifice pour m'aider à mener à bien ce projet. Bon, alors on le voit, nous on l'a abordé de nombreuses fois dans les webinaires que j'ai pu effectivement animer. On voit que le chef d'entreprise, c'est avant tout un chef d'orchestre, c'est un peu comme un grand puzzle. Il manque des éléments pour pouvoir donner vie à votre projet, et le seul moyen de donner vie à votre projet, c'est de constituer votre réseau, c'est de rassembler les éléments manquants pour pouvoir donner vie et donc faire naître votre projet entrepreneurial. En synthèse, c'est à peu près ça, Victoria. Exactement, et je dis souvent aux entrepreneurs qui veulent se lancer, donc c'est bien de monter des super business plans, de faire des études de marché incroyables, mais il y a un moment donné où ce qui compte, c'est de se lancer. Donc, je dis souvent qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se jette d'une falaise et construit un avion sur la descente. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une petite pièce du puzzle dont tu parles, ben, on va s'y accrocher, on va essayer d'aller chercher la suivante, puis la suivante, puis la suivante. On n'aura jamais tout d'un coup et ce sera jamais parfait d'un coup. Donc, il faut aussi accepter que le début, ce sera imparfait. Je me souviens très bien de mon premier bijou, c'était une catastrophe. Le produit n'allait pas, le nom n'allait pas, enfin rien n'allait. Je m'étais trompée de partout parce que ben c'est en faisant qu'on apprend. Donc, faut pas hésiter à se lancer et pas se décourager si jamais on rate. Il faut juste prendre les choses différemment. Et ça m'arrive encore aujourd'hui. Hein, avec ma nouvelle société, on a voulu lancer un concept et finalement, ben on voit qu'il faut le changer. Donc, on repart sur un autre modèle. Donc, il faut essayer et adapter son modèle au marché et pas rester cantonné sur son idée. Alors, deuxième leçon de vie, c'est l'échec. On a besoin de tester. Il vaut mieux innover, tester, se casser la figure pour apprendre de ses erreurs, adapter, modifier et ensuite créer votre réussite. Je crois que c'est un point commun de tous les chefs d'entreprise qui réussissent, c'est la capacité à apprendre de ses erreurs. Et je le dis toujours, avant de savoir marcher, on s'est tous cassé 10 fois, 15 fois la figure. Mais la 16e fois, eh bien, on est debout, on fait le premier pas et on commence à marcher. Ben, finalement, être chef d'entreprise, si je devais symboliser ça, Victoria, tu es d'accord avec moi, c'est un peu la même chose. C'est exactement ça. Moi, je compare à apprendre à faire du vélo, mais ça revient même que Ouais, d'apprendre à marcher. Donc, c'est exactement ça. Et il n'y a pas, c'est pas parce qu'on a beaucoup d'expérience qu'on ne peut pas se tromper. C'est tout le temps dans sa vie entrepreneuriale, que ce soit au début ou après plusieurs années d'expérience, on va forcément avoir des échecs plus ou moins grands. Et ce que je trouve assez incroyable avec l'échec, c'est qu'il rend plus fort. Donc, quand on a réussi à vaincre des obstacles qui sont terribles, après, on a l'impression d'être pas invincible, hein, on est tous invincibles, mais en tout cas, on se sent beaucoup plus fort pour pouvoir voir le futur arriver. Donc, c'est pas mal d'échouer parce qu'on est à chaque fois un peu plus fort. Alors que si on réussissait tout, on se sentirait beaucoup moins capable d'affronter des obstacles. Voilà. Moi, je le dis souvent, avec tout ce que j'ai vécu en 5 ans d'entrepreneuriat, il n'y a plus rien qui me fait peur, même pas une crise du Covid. Plus rien me fait peur. Je sais que j'arriverai à tout surmonter avec mon équipe, avec mon entourage, jamais seule. Mais aujourd'hui, j'ai plus peur de rien. Je suis sûre que je me relèverai à chaque fois que je tomberai. Donc, si ça marche pour moi, ça marche pour tout le monde. Alors, tu expliquais à juste titre que, par exemple, au niveau d'IVA, tu n'avais pas monté ton propre business plan. Moi, personnellement, à chaque fois que j'ai monté une entreprise, tous ceux qui m'ont accompagné étaient un peu étonnés, mais me disaient, est-ce qu'il ne faut pas faire une étude de marché, étudier, etc. En fait, c'est assez marrant parce que moi, me concernant, je n'ai jamais procédé de la sorte. J'ai toujours eu l'idée, l'instinct, et j'ai foncé. D'abord, ça permet de gagner du temps, parce que je trouve que quand on fait des études de marché, parfois on passe 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Pendant ce temps-là, on n'avance pas, on n'apprend pas forcément. Et moi, toi, tu veux dire que dans des 2 projets, on reviendra évidemment sur ton nouveau projet entrepreneurial après, tu n'as pas fait spécifiquement d'études de marché, tu as eu l'idée, tu as rassemblé les ingrédients, si je peux m'exprimer ainsi, et tu t'es lancé, ou tu as fait une réelle étude de marché en amont? Non, je fais quand même une petite étude de marché, marché de la concurrence, et notamment pour ma deuxième idée. Donc, c'est une food tech.
Donc, c'était le début de la food tech. Il y avait pas mal de sociétés qui se créaient. Tous les 2-3 mois, il y avait une société qui se créait et tous les 6 mois, il y avait une société qui se fermait dans la food tech. Et donc, avant de me lancer, quand même, j'ai voulu comprendre leur modèle économique et trouver un modèle économique pérenne parce que le leur ne me semblait pas stable. Donc, j'ai fait une petite étude. Mais ce que je veux dire, c'est que je n'ai pas passé 6 mois à étudier le marché. J'ai fait, je sais pas moi, 2 semaines où j'ai commandé chez la concurrence. Et avec mon premier produit, c'est pareil. J'avais acheté des produits que j'avais pu trouver sur Internet pour voir ce que faisaient les autres. Mais ce n'était pas des études de marché hyper poussées où je faisais des enquêtes marketing qui pouvaient durer des semaines et des semaines. Ça, non, je ne le fais pas forcément. Une étude de la concurrence, c'est toujours important puisque dans un projet, ce qui est très important, et notamment quand on lève des fonds particulièrement, c'est d'avoir des avantages concurrentiels et tout le monde va toujours vous demander mais qu'est-ce que vous faites de différent des concurrents et en quoi êtes-vous différent de la concurrence. Donc pour ça, il faut bien connaître ses concurrents, bien connaître son marché pour pouvoir trouver le market fit, comme je dis, c'est-à-dire le produit qui correspond au marché. Ouais. Est-ce que, entre nous, Victoria, est-ce que finalement faire cette, entre guillemets, cette mini-étude, c'est pas aussi faire un peu de veille concurrentielle pour aller capter quelques bonnes idées pour finalement modéliser, adapter ton propre projet et être différenciant dans ton secteur, dans ton domaine d'activité? Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça, ouais. D'accord. Bon, ben voilà. OK. Alors, dis-moi, avant qu'on rebondisse sur ton nouveau projet, moi, j'aimerais revenir sur une période où j'ai eu vraiment le plaisir de te connaître, d'apprendre à te connaître et de t'accompagner. C'est que tu as traversé quand même, t'as traversé plusieurs crises. Et la crise, elle n'est pas que sanitaire, comme on la connaît aujourd'hui, elle n'est pas que économique, comme j'ai pu connaître en 2008 et comme nous connaissons aujourd'hui actuellement. Il y a différentes formes de crise. Toi, tu as connu une crise quand même bien particulière. J'aimerais bien que tu nous fasses partager ton expérience. D'abord, quelle était cette crise? Comment tu l'as vécue? Et on repartira du rebond ensuite et ton deuxième projet, si tu veux bien. Avec plaisir. Je vais essayer d'être brève puisque comme tu le sais, puisque tu l'as vécu de près, cette crise a été complexe et laborieuse, mais c'était une crise d'associés. Donc ça, pour toutes les personnes qui nous écoutent, que vous soyez déjà entrepreneur ou que vous souhaitiez vous lancer dans l'entrepreneuriat, la question de l'association va se poser à un moment donné. Et on dit souvent que seul, on avance, hein, mais à 2, à 3, à 4, on va plus vite en fait. Plus vite et plus loin. Donc l'association est quelque chose qui est fortement recommandé dans l'entrepreneuriat, mais il y a des règles et des choses à respecter avant de décider de se marier en quelque sorte avec quelqu'un. Et donc dans l'affaire Liva, donc j'étais très jeune quand j'ai créé la société. C'était une société dans le secteur de la santé, donc qui nécessitait quand même des moyens financiers, mais également des compétences que je n'avais pas forcément en étant toute jeune. Et donc je m'étais associée à mon ex-employeur, qui était un homme, un business angel en réalité, qui ne s'investissait pas au quotidien dans la société comme un véritable associé, mais qui avait 50% du capital. Or, quand on crée une entreprise, les business angels, ils ont plutôt entre 10 et 20% du capital. C'est ce qu'on appelle la love money en général. C'est la toute première étape de financement de la startup. Si vous cédez dès la première étape de financement de la startup, comme je l'ai fait, 50% du capital, quand d'autres investisseurs vont vouloir rentrer au capital, ils ne vont pas accepter qu'une personne dormante, enfin un associé dormant, possède autant de parts de la société. Donc, c'est exactement ce qui m'est arrivé. J'avais une société à 50-50, donc ça aussi, c'est le mariage à éviter absolument, avec un business angel. Donc, au moment de la levée de fonds un peu plus conséquente, donc il y a un fonds américain qui devait rentrer au capital. Le fonds américain, évidemment, a demandé à ce que les fondateurs, ou en l'occurrence, j'étais fondatrice, la fondatrice reste majoritaire, mais c'était impossible dans un cadre actionnarial bloqué avec un business angel bloquant. Et il n'y a malheureusement pas eu de médiation possible malgré de nombreuses tentatives. Et bloqué à 50-50, la boîte était juste totalement paralysée. La levée de fonds n'a pas pu se faire et du coup, le développement prévu n'a pas pu se faire non plus. Voilà. Et donc, tu t'es retrouvé bloqué à un moment donné. Ouais. Et qu'est-ce que tu as dû prendre comme décision en tant que dirigeante? Ça a été vraiment très dur parce que j'ai travaillé 3 ans
quasiment nuit et jour sur ma start-up. Je l'ai amenée très loin. Enfin, on l'a amenée très loin. Et c'était vraiment l'apogée. On avait signé des beaux contrats avec des villes, des assureurs. Bon, bref, la société vraiment était en pleine croissance. Il y avait les premiers salariés embauchés. Donc déjà, j'ai dû l'annoncer à mes salariés, puisqu'on avait d'un côté un fonds américain prêt à investir beaucoup d'argent, des contrats, du business, de la croissance, tout ce qu'on rêve quand on crée une entreprise. Et de l'autre côté, un blocage. Donc, il a déjà fallu l'expliquer à mes collaborateurs, ensuite l'expliquer aux clients, aux prospects, à tous ceux, comme je vous l'ai dit, moi, j'avais rien au début quand j'ai démarré, donc tout le monde m'a aidé. Et toutes ces dizaines de personnes qui m'ont aidé, il a fallu aussi les prévenir que j'ai dû liquider la société. Voilà, il n'y avait pas d'autre option. On a tout essayé et ça a conduit à la liquidation d'une société en pleine croissance. Bon, alors, j'imagine que ça a été quand même une vraie souffrance pour toi après tant d'investissements. On parle souvent, quand on rencontre un échec, on va dire entre guillemets un peu majeur à un moment donné, on parle de phase de deuil qui peut être plus ou moins longue. Tu as mis combien de temps pour finalement gérer cette fin de ta première aventure et pour ensuite rebondir? Ça a duré combien de temps chez toi? En fait, j'ai eu 48 heures pour décider de me relancer ou pas. Mais mon deuil a été beaucoup plus long. Mais ce qui se passait, c'est que j'étais invitée au CES de Las Vegas pour lancer ma startup, Liva. Et donc, j'avais tout, les billets d'avion, le stand, tout était prêt. Et donc, dans ma tête, j'avais une autre idée depuis plusieurs mois, bien sûr, qui était en lien avec ma première société. Et je me suis dit, en fait, je vais prendre cette idée et je vais partir au CES et je vais la présenter. Donc, j'avais un PowerPoint et c'est tout. Je vais la présenter et s'il y a de l'intérêt, je me lance. Et ça, j'ai eu très, très peu de temps pour me décider puisqu'il y avait cette échéance avec cet événement. Et finalement, ça s'est super bien passé à Vegas. Le concept a vraiment énormément plu. Personne ne savait vraiment que j'avais pas de société. Et du coup, en rentrant du CES, j'ai créé la société. Donc, c'est pour ça que la société est née en février 2017, après présentation au CES, alors que d'habitude, c'est plutôt l'inverse. D'abord, on crée une boîte, ensuite, on va la montrer au monde entier. Donc là, ça a été un petit peu l'inverse. 48 heures pendant lesquelles je me suis posé la question, est-ce que j'avais plus d'argent, j'étais ruinée. J'avais perdu beaucoup d'argent dans ma première boîte, j'avais plus de chômage, j'avais plus rien. Il me restait 5 000 euros sur mon compte en banque que j'avais réussi à attraper de je ne sais où. C'est d'ailleurs pour ça que le capital social d'iLunch, c'est 5 000 euros. Et je me suis dit, je vais prendre tout ce que j'ai, tout ce qui me reste. Et je me relance et on verra bien. Parce que pendant ces 48 heures où je me suis imaginée faire autre chose qu'entreprendre et créer, j'étais pas heureuse, j'étais malheureuse dans ma vision du futur. Donc je me suis dit, allez, lance-toi à nouveau, vas-y. Mais le deuil de ma société, il m'a fallu, je pense qu'il m'a fallu vraiment 2 ans avant d'accepter. Il a fallu que je réussisse avec iLunch, ma nouvelle société. Et le jour où j'ai levé mon premier million avec iLunch, c'était un petit peu l'accomplissement de toutes mes années d'entrepreneuriat et le deuil de mon premier bébé. Voilà, c'était un premier amour qui dure toujours, comme on dit. Oui, bien sûr. Non, mais ça, c'est normal. Ce qui est évident aussi, c'est qu'entre la première et peut-être la 10e société, il n'y a pas le même affect. Je ne sais pas si ça a été pareil pour toi, Nicolas, mais la première société, on y met toutes ses tripes, son cœur. Et la deuxième, en tout cas, on arrive à garder une plus forte distance émotionnelle, en tout cas, avec le projet. Écoute, c'est marrant parce que j'ai exactement la même approche que toi. Moi, quand j'ai connu ma première entreprise qui a connu beaucoup de croissance, beaucoup de développement pendant 14 ans jusqu'à la faillite de Lehman Brothers et jusqu'à la liquidation judiciaire en avril 2014, bon, ça restera toujours en moi et au fond de moi une blessure parce que voilà, on dit il aurait fallu faire ci, faire ça. Bon, c'est comme ça. Et moi, j'ai remonté un projet entrepreneurial au mois de mars et je me souviendrai toujours. J'ai signé mes 4 premières affaires, Victoria. La société n'était pas créée. J'avais pas oui, la base. J'avais pas de siège, mais j'avais déjà signé. J'étais déjà parti avec ma nouvelle idée. J'avais entre guillemets signé moralement.
J'avais mes 4 premiers contrats avec mes affaires et j'ai seulement après créé ma société, mis le capital et commencé à travailler sur le nom, la communication et tout le reste, etc. Tu vois? Et je suis un peu comme toi quand tu as été à Las Vegas. C'est-à-dire, voilà, moi, je suis parti, j'ai l'idée, j'y crois, on y va. Et puis, voilà, maintenant, c'est parti et on commence à structurer petit à petit les choses. Donc, tu vois, on a quelques points en commun, mais ça, je n'ai pas trop de doute là-dessus. Voilà. Bon alors, cette nouvelle aventure, raconte-nous. Donc, elle a bientôt elle a plus de 3 ans. 3 ans et demi. 3 ans et demi déjà, puisque c'était février 2020. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, bon, voilà, nouveau concept, nouvelle idée. Tu es clairement aujourd'hui dans un environnement et un monde qui est totalement agile. On le voit encore d'ailleurs avec la crise du Covid, hein, tu le disais aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut le dire à nos auditrices qui sont nombreuses. Aujourd'hui, on est sur une transformation de nos modèles économiques. On voit qu'un grand nombre d'entreprises sont en train de prendre des dispositions liées au Covid, mais qui, à mon avis, resteront d'ailleurs après le Covid. On parle de beaucoup plus de télétravail, de réduire les locaux, de mettre beaucoup plus de flexibilité et d'agilité. Vous savez que c'était un sujet qui était très important depuis 20 ans, avec des débats de fond. Là, c'est vrai que cette crise du Covid, elle a eu le mérite de pousser tout le monde au confinement et par définition de s'adapter du jour au lendemain. Alors toi, c'est très intéressant parce que ta startup était en phase de décollage, tu avais levé tes fonds, tu avais tes équipes, tu étais en train d'affiner, j'allais dire, de faire bouger les curseurs, et boum, tu as le Covid qui tombe et tu te prends une crise sanitaire sur le dos. Donc là, tu réagis comment? Les premiers jours, les premières semaines, comme tout le monde, je pense que c'était un peu la panique. Parce qu'on ne savait pas vraiment que l'État allait aider. Donc, c'était la panique. Il fallait avancer step by step. D'abord, s'occuper de fermer le labo, de donner tous les plats, toute la nourriture. Ensuite, de s'occuper des salariés. Et en dernier, de s'occuper de la société. Donc, tout ça, c'était vraiment jour après jour. On restait connecté avec l'actualité pour savoir comment gérer la crise. Ce qu'il fallait impérativement, comme dans toutes les crises qu'on traverse, c'était préserver la trésorerie. Ça, c'est le maître mot de l'entrepreneur. Donc, il fallait… C'est dans un bouquin, ça, non? Préserver la trésorerie. Ah oui, je crois que je sais Conseil numéro 4. Oui. Donc, il fallait préserver la trésorerie. Donc, grâce au chômage partiel, déjà, la partie salaire était sécurisée, mais il y avait quand même les loyers, les camions, toutes les autres charges. Donc, appeler tous les fournisseurs, savoir quel contrat on pouvait mettre en stand-by. Donc, certains fournisseurs ont été hyper compréhensifs et d'autres pas du tout. Mais bon, pour ceux qui ont dit non, par exemple, on a plein de camions réfrigérés. Ce qu'on s'est dit, c'est que c'est dommage, on a des camions réfrigérés et il y a plein de sociétés qui… dans la GMS, vont avoir besoin de livrer à domicile les collaborateurs. Donc, on a sous-loué nos camions à des sociétés qui, pour le coup, elles, continuaient de travailler et avaient besoin de camions supplémentaires. Donc, au lieu qu'ils fassent de nouveaux contrats, parce qu'on s'engage sur 3 ans sur ce type de contrat, nous, on s'est dit, on va mettre à disposition notre matériel, bien sûr moyennant finance, pour couper toutes les charges, le maximum de charges. Donc ça a été la première étape. Ensuite, il y a eu la phase de confinement. Donc nous, on a totalement fermé l'activité du jour au lendemain. Et tout le monde s'est retrouvé en télétravail. Donc déjà, pour expliquer un petit peu ce que fait iLunch, iLunch, c'est un restaurant d'entreprise dématérialisé qui assure la livraison, la distribution et la vente. Donc c'est des cafettes dans les entreprises avec, comme un restaurant d'entreprise classique, la participation employeur, avec comme gros leitmotiv la nutrition. Donc, quand j'ai créé iLunch, c'est parce que en développant l'IVA, j'ai appris et compris qu'on n'est pas diabétique, on le devient à la suite de mauvaises habitudes alimentaires pendant 15 à 20 ans. Et là, je me suis dit, au lieu d'aider les diabétiques quand ils font des malaises et qu'ils sont en difficulté, on va essayer de prévenir des pathologies comme le diabète ou l'obésité en apportant des solutions quotidiennes, économiques et saines à un maximum de personnes. Donc, c'est le leitmotiv vraiment d'iLunch. Donc voilà, il y a eu cette activité-là qui a été totalement arrêtée puisqu'on ne livre que les entreprises. Les entreprises étant fermées, on a dû tout arrêter. Et il a fallu, pendant ces 2 mois de confinement, préparer le futur et l'avenir. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un board aujourd'hui qui est composé d'experts, d'anciens entrepreneurs, des experts de l'investissement
Et je me suis amusée, vu que tout le monde avait du temps, à faire des interviews. Et je me suis amusée à interviewer pas mal d'acteurs, donc d'abord mon board, puis des spécialistes de mon marché, à savoir la food tech, la restauration d'entreprise. Et j'ai essayé de voir comment allait se passer le déconfinement selon les avis d'experts de part et d'autre pour adapter notre modèle à la situation qui avait évolué. Il y a un avant et un après Covid. Donc, ce qu'il fallait, c'était pas se dire qu'on allait repartir exactement comme avant. Il fallait essayer d'adapter à la situation notre modèle. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire. Voilà. Bon, écoute, c'est incroyable, mais c'est vrai que… Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, iLunch rentre en concurrence directement avec des entreprises, alors toute taille égale par ailleurs, mais avec des Sodexo qui ont pour habitude de gérer de manière intégrale, j'allais dire, les repas dans les grandes entreprises. Exactement. Alors, en compétition, voire même en complémentarité, hein, parce En que complémentarité. exactement. Mais oui, aujourd'hui, il y a pas mal de restaurants d'entreprise ou de RIE qui n'ont pas pu rouvrir à cause des nouvelles contraintes sanitaires ou de la taille des espaces. On ne peut plus tous manger en même temps. Le libre service, c'est fini. Les bars à salade, les grillades, tout ça, ça n'existe plus. Donc, on a finalement été une solution Covid compatible pour pas mal d'entreprises qui n'avaient plus de solution de restauration pour leurs collaborateurs en sortie de confinement. Donc ça, c'est ce qu'on faisait déjà avant, mais ça s'est vraiment accéléré en sortie de Covid grâce à notre modèle Figital. Donc il y a de la livraison et du personnel sur site. Et aussi, on a créé un nouveau concept. On a créé le téléresto. C'est la télécantine des télétravailleurs. C'est une plateforme de commande sur laquelle les collaborateurs peuvent commander leurs repas pour la semaine et ils sont livrés directement en entreprise et l'entreprise directement à domicile et l'entreprise participe aux frais de restauration exactement comme elle le fait quand ils viennent dans leur restaurant d'entreprise traditionnel. Donc ça, c'est le concept qu'on a créé pour s'adapter à la crise sanitaire, parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de monde n'allait plus dans les restaurants d'entreprise parce qu'ils étaient en télétravail. En télétravail, l'employeur ne payait plus la subvention parce que il ne venait plus au travail. Donc, on a créé ce concept-là pour répondre à un nouveau besoin qui est né de cette crise. D'accord. Justement, parce que par définition, donc tu es sur de la livraison, comment tu traites justement la partie entre guillemets déchets? Tu utilises des matières plastiques, ce ne sont que des matières recyclables, et ça représente quel coût dans ton panier moyen? Oui, la grande innovation d'iLunch également, c'est que depuis le 6 janvier 2020, on est la première société à faire de la livraison en zéro déchet. Donc, ce qui s'est passé, c'est que on a adressé des entreprises de plus en plus grandes au fil de la croissance. Et comme on ne livre que les entreprises, on ne livre pas 1 ou 2 sacs. Nous, on livre 30, 50, 150 sacs dans une entreprise. Et 150 sacs, c'est autant de déchets plastiques que de nombre de sacs. Donc, les poubelles débordaient à la fin de la pause déjeuner. Donc, nous, on s'est dit que ce n'était pas possible de continuer comme ça. Donc, on a créé une consigne digitale, ce qui fait que nos lunchers, comme on les appelle, reçoivent leur nourriture dans des box en verre sur lesquels il y a des QR codes et ils mangent. Et à la fin de leur repas, ils déconsignent avec leur smartphone leur contenant et nous, on leur rend de l'argent. On leur rend 2 € à chaque fois qu'ils nous rendent un plat et on leur rend 1 € à chaque fois qu'ils nous rendent une entrée ou un dessert. Et avec cette cagnotte-là, cet argent qu'ils ont récupéré, le lendemain, ils peuvent recommander sur le site internet en payant évidemment moins cher. Donc ça, en plus, ils ont un petit jeu de gaming. À chaque fois qu'ils rendent leur contenant, on leur dit bravo, vous avez sauvé 30 grammes de plastique. Et pour les entreprises, ils ont un compteur global de tous leurs collaborateurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place en effet en janvier 2020. Bon, les amis, je vous l'avais dit qu'elle était maligne, hein, Victoria, quand même. Hein. C'est-à-dire qu'elle arrive à gamifier, elle vous met du zéro déchet, elle trouve le moyen très habile pour inciter à recommander dès le lendemain en rendant de l'argent. C'est quand même très malin. C'est très malin. Je te reconnais bien là, quand même, Victoria. Je te reconnais bien là. Bon, super concept. Alors, dis-moi, j'ai une autre question. Alors, je prends un peu parce qu'on commence à avoir pas mal de questions, donc j'essaye de rebondir aussi sur ces sujets-là. J'avais fait un sujet un jour et beaucoup de femmes chefs d'entreprise se plaignent en se disant qu'il est très difficile, il est plus difficile pour une femme de lever de l'argent que pour un homme.
Est-ce que tu pourrais nous raconter ton expérience sur la levée de fonds? D'abord, est-ce que c'est vrai d'après toi? Voilà. Et deuxièmement, revenir, il y a une question. Tu as démarré iLunch, donc tu nous l'as dit, avec 5 000 euros, mais très rapidement, tu as dû lever des fonds. Tu as levé combien et au bout de combien de temps pour essayer d'éclairer nos auditrices, s'il te plaît? Ok. Pour répondre à la première question, est-ce que c'est plus difficile pour une femme qu'un homme de lever des fonds? C'est une question qu'on m'a souvent posée et c'est vrai que j'ai pas mal discuté avec des femmes entrepreneuses qui me disaient ça. Je ne suis pas un homme. Du coup, je vais avoir du mal j'ai toujours du mal à répondre à cette question parce que je ne sais pas si j'étais un homme, si j'aurais eu plus de facilité ou non. Mais en tout cas, j'ai posé la question un jour à un de mes investisseurs. Je lui ai dit, mais ça t'a rien fait que je sois une femme? Parce que bon, à mon board, j'ai 9 investisseurs, c'est que des hommes. Et sa réponse a été assez marrante. Il m'a répondu, oh, mais j'ai même pas capté que tu étais une femme. Donc là, je me suis dit, bon, quand même, finalement, il m'a dit, en fait, tu vends tellement ton projet comme un homme. Enfin, on a confiance en la personne. Donc, homme ou femme, nous, ça nous est complètement égal. Voilà. Donc, j'ai pas l'impression que ça a été un obstacle pour moi, en tout cas. Je pense que ce qu'il faut, c'est vraiment se dire qu'on est l'égal de l'homme et arriver devant eux comme si on était un homme et agir comme tel. Et j'ai une petite anecdote, c'était avec toi d'ailleurs, Nicolas, sur quand on pitchait pour l'IVA, ma première boîte. On était arrivé chez un homme il y avait 9 personnes autour de la table. Et je me souviens que le big boss du fonds, le président du fonds, m'avait à peine calculé. Il était au téléphone quand je suis arrivée. Il m'avait à peine dit bonjour. Et ce que j'avais fait pendant la presse, et je m'en souviendrai toujours, je m'étais tournée et je lui avais tourné le dos toute la presse. J'avais parlé à toutes ses équipes, ils étaient 9. Je l'ai ignoré et des fois, il me posait des questions. Je me retournais comme ça. Et en fait, je lui montrais que je le méprisais un petit peu puisqu'il m'avait méprisé au début. Et à la fin, il avait vraiment adhéré au concept. Et il a eu en fait, il n'a pas apprécié que je lui tourne le dos, mais en même temps, je lui ai tenu tête et il s'est dit, ah ouais, elle ne s'est pas écrasée. Et pour le coup, il me semble bien qu'il avait voulu mettre un petit ticket et que finalement, c'est moi qui lui avais dit non. Donc, ce qu'il faut, c'est pas se laisser intimider par les hommes et montrer qu'on est aussi forte qu'eux, aussi intelligente qu'eux, voire même plus. Et donc, j'ai aussi l'inverse. En tout cas, dans mes collaborateurs, j'en ai plein qui me disent, mais nous, on est là parce que tu es une femme et qu'on croit plus en la capacité d'une femme que d'un homme. Donc, ça peut être vraiment à double tranchant, à nous de mettre tous nos atouts du bon côté pour réussir. Et sur la deuxième question, donc oui, il a fallu très, très vite que je lève des fonds. Donc, j'ai levé 150 000 euros. Et j'ai levé ça, même pas 6 mois après la création d'iLunch, parce qu'il fallait rapidement avoir de l'argent. C'était de ce qu'on appelle de la love money. Donc là, j'ai fait comme ce que je vous ai dit en introduction. J'ai regardé mon carnet d'adresses et grâce à l'IVA, j'avais quand même rencontré beaucoup d'investisseurs et j'ai appelé ceux avec qui j'avais eu un bon feeling et qui m'avaient vraiment aidé. Et ils n'avaient pas forcément investi dans l'IVA. C'était des gens à qui j'avais pour le coup dit non parce qu'on n'avait pas de place pour des business angels au moment de ma levée de fonds. Mais je leur ai dit, écoutez, vous pensiez que j'allais réussir l'IVA, sachez que je vais réussir iLunch. Croyez-moi, suivez-moi, on y va. C'est la même chose, c'est juste le nom qui change. Mais moi, je suis toujours là derrière, c'est toujours moi. Et voilà, suivez-moi. Il y en a un qui a été un peu plus dur que les autres à convaincre, mais finalement, les 3 personnes que j'avais shortlistées m'ont dit oui. Et j'avais shortlisté personne d'autre. Non, c'est génial, c'est vraiment super. Alors, autre question, je vais te mettre ici, voilà la question. Pensez-vous positionner sur les écoles également dans cet esprit prévention? Ça, c'est une bonne question parce que les écoles, c'est un vrai sujet et tu connais, je pense notamment à un point, c'est quand même très rare, moi qui ai la chance d'avoir 4 enfants, d'avoir des enfants qui te disent, à la cantine, c'était vraiment très bon. Donc, question, est-ce que ce marché de l'école est un marché potentiel pour iLunch? C'est une très bonne question. C'est un vrai marché potentiel pour iLunch, surtout qu'aujourd'hui, les parents aimeraient savoir ce que leurs enfants mangent le midi, ne serait-ce que pour bien équilibrer avec le repas du soir, en fonction de ce qu'ils ont mangé. Et grâce au digital et une petite application, les parents pourraient totalement avoir accès à ce type d'informations. Donc, ça sera peut-être un futur business dans les années à venir. Ce n'est pas encore dans le pipe, mais c'est une très bonne idée.
Oui, parce qu'il faudrait, bon, après, il faut calculer effectivement le modèle économique et comme tu dis, il faut le smartphone pour flasher. Donc, bon, faut donner l'accès quand même au smartphone à l'intérieur de l'école aussi. Donc, bon, ça mérite réflexion quand même. Oui, pas forcément sur la qualité nutritionnelle. En tout cas, ce serait possible de le faire de la même qualité sans le système de consigne, par contre, en effet, ouais. Ouais, non, c'est sûr. Alors, dis-nous, fais-nous un peu rêver. Bon, c'est quoi les prochaines étapes de iLunch pour toi aujourd'hui? Enfin, dans ce que tu peux nous en dire, bien évidemment. On est en plein recrutement. On est une trentaine de collaborateurs aujourd'hui. On recherche encore 10 nouveaux talents. Donc, on est en hyper croissance dans un marché en pleine mutation accélérée par la crise du Covid. Donc, la prochaine étape, c'est de finir de constituer l'équipe, de faire une énorme croissance. On doit faire fois 7 entre 2020 et 2021. Il y a 4 ouvertures de villes prévues en 2021 et une série A. Donc, série A, c'est à peu près 5 millions d'euros de levée. Voilà. D'accord. Et les quatre villes, tu peux nous en dire plus? Pas encore. Ah, pas encore. Non, Bon, ça, pour le coup, pas encore. Voilà. Et dans le pipe à un peu plus long terme, à 3 ans, on a aussi un engagement produit très fort, puisque nous, on milite pour l'agriculture raisonnée. Donc aujourd'hui, on a toutes nos légumineuses secs qui sont bio, et l'objectif, c'est que d'ici 2 ans, on ait aussi 50% de nos fruits et légumes qui soient issus de l'agriculture biologique ou raisonnée. Et on essaie de travailler au maximum en local. Donc on est toujours en recherche de nouveaux producteurs pour affiner notre carte. Voilà. d'accord. C'est dans les cartons aussi de réfléchir, pourquoi pas, de développer iLunch, de démultiplier via, je sais pas, pourquoi pas, peut-être de la franchise. C'est c'est en réflexion, pas du tout? C'est en réflexion aussi. C'est justement les réflexions 2021. Mais comme on a aussi dans le pipe des partenariats stratégiques importants, c'est aussi ça qui va déterminer le futur. Si ce sera en franchise ou en alliances diverses. Voilà. Alors, je travaille avec une association qui est Comment mieux se nourrir demain, qui regroupe énormément d'industriels, de grands groupes qui réfléchissent justement sur la nutrition demain, que ce soit même d'ailleurs dans nos commerces de proximité, mais également dans les grandes surfaces. Euh, Toutes ces évolutions, on nous annonce que bientôt, compte tenu de la population, on va devoir se nourrir d'insectes, etc. Tu penses que la barrière va être franchie prochainement, à 2, 5 ans, dans 10 ans? Est-ce que vous y réfléchissez vous aussi à commencer dessus ou c'est encore trop éloigné et culturellement, ça n'est pas encore possible chez nous? C'est encore trop éloigné, mais nous, chez iLunch, on a commencé à imaginer les buildings du futur. Et pour nous, l'entreprise du futur, demain, ce sera ce qu'on appelle un campus iLunch. Donc l'entreprise, pour nous, il y a plein de toits inexploités. Donc on travaille notamment avec la ferme Agripolis à Porte de Versailles aujourd'hui. Et sur tous les toits des entreprises, il devrait pouvoir y avoir de la production de produits à consommer. Et donc, pour nous, un building doit avoir un impact positif demain. Voilà, c'est pas une autosuffisance, hein, bien évidemment, mais déjà, il y a cette partie-là que nous, on essaie de promouvoir en ce moment même. Après, sur les insectes, on n'y est pas du tout encore. Pour le moment, ça reste assez éloigné. Mais c'est un sujet qu'il faut prendre en main dès maintenant, c'est sûr. Mais nous, on n'a pas encore développé d'hamburgers aux insectes ou de choses comme ça, comme on peut voir un peu partout. Voilà. Bon, on va dire que t'es en veille, mais c'est pas encore dans les tuyaux là, les mois qui viennent. Pas dans les mois qui viennent, non. Bon. Alors dis-moi, tu faisais le comparatif tout à l'heure sur les qualités des hommes et des femmes. Tu nous exposais que tu avais 30 collaborateurs. C'est quoi la répartition homme-femme chez iLunch? C'est vraiment 50-50. 50-50? Ouais. Et là, il y a un nouveau DG qui recrute pas mal de femmes en ce moment. Mais comme on a quand même pas mal de préparateurs-livreurs et que ça reste quand même assez lourd, les caisses et tout ça, on a quand même pas mal d'hommes en logistique. Et au siège, c'est vraiment mixte, quoi. C'est vraiment 50-50. D'accord. Le siège est situé où? Avenue Marceau.
Ah, tu es venu Marceau. Ouais, D'accord. j'y suis là d'ailleurs. Ah, ok. Bon, bah super. Très bien. Bon, donc 50-50. Donc, bonne nouvelle, mesdames. Les hommes ont quelques qualités également. Vous voyez, même quand on est une femme chef d'entreprise, on peut aussi s'entourer d'hommes. Moi, c'est l'inverse. Dans mes entreprises, j'ai 2 tiers de femmes et 1 tiers d'hommes. Ouais, c'est Voilà. Mais Bon. j'ai beaucoup d'hommes qui, le CODIR, il y a quand même pas mal d'hommes, mais qui apprécient vraiment travailler avec des femmes et ils me le disent constamment. Donc, les femmes se sentent très, très bien chez nous, entourées d'hommes et ça se passe bien. Le mixte fonctionne assez bien. Il me manque une femme investisseuse. J'aurais bien aimé avoir au board une femme. Donc, j'en ai une, mais elle ne peut pas venir au board à chaque fois. Et voilà, elle a investi, mais elle n'est pas présente au board. Et ça, je trouve que c'est dommage. Souvent, les boards, c'est un peu impressionnant d'avoir tous ces hommes en face de moi et pas de femmes pour m'épauler. Ah, Femme bon. investisseuse, venez me voir. Mesdames, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Alors, il nous reste encore quelques temps, des petites questions. Bon, génial, ça a l'air super. Est-ce que c'est bon? Je pense avoir la réponse. Et as-tu un exemple de menu à nous soumettre? Et pour quel tarif aussi? Parle-nous aussi un petit peu tarif. Oui, bien sûr. Alors, c'est excellent. Et ça, c'est pas parce que je suis la fondatrice d'iLunch que je dis ça. Ce sont nos clients qui nous le disent. Et ça, c'est ce qui me rend le plus heureuse. Puisque je dis souvent que ceux qui veulent entreprendre, il faut qu'ils le fassent pour une raison qui les touche avec le cœur. Et donc, moi, quand j'ai créé iLunch, encore une fois, je voulais prendre soin de la santé des gens. Donc, quand les gens me disent que c'est très bon et en plus c'est sain, voilà, moi je suis contente. C'était tout ce que je voulais. Je m'en fiche de combien on fait de repas. Le tout, c'est que les gens soient contents de pouvoir commander chez nous tous les jours. Donc, on a plutôt d'excellents retours, tant sur la partie service que food. Donc ça, c'est cool. Et par exemple, aujourd'hui à la carte, on avait une entrée que j'adore, c'est fraîcheur de quinoa aux agrumes. Et moi, j'ai mangé un poulet avec de la caponata. Donc, moi, je ne connaissais pas la caponata, mais c'est un mélange sucré-salé avec du riz. Et en dessert, vous pouviez avoir de la salade de fruits, de la mousse au chocolat, un cannelé, plein de desserts au choix. Voilà. Sur le prix, nous, on a un prix unique. C'est 9, 10, 11. 9 euros le plat, 10 euros entrée plat au plat dessert et 11 euros entrée plat dessert. Et sur cette partie-là, l'entreprise peut subventionner 3 euros, 1 euro, 5 euros. Parfois, on a même des entreprises qui payent entièrement le repas. Donc voilà, sur cette partie-là, et que vous preniez les coquillettes cèpe ou le dos de cabillaud que j'ai pris hier et qui était délicieux avec le gratin de courgettes, vous payerez exactement le même prix. Chez iLunch, on fait un choix par goût et par envie et pas par rapport au prix. Donc il n'y a pas de supplément prix, tout est toujours au même prix, il n'y a pas de surprise au moment de passer à la caisse. D'accord. Dis-moi, au niveau chiffre, tes prévisions, tu peux nous communiquer? C'est quoi à peu près aujourd'hui? Donc, on a vu 30 collaborateurs, tu nous as parlé de tes levées de fonds, mais aujourd'hui, ton modèle économique, tu es rentable aujourd'hui? Tu as prévu sinon d'être rentable à quel moment? Tu réalises quel chiffre d'affaires? Tu es dans quelle taille d'entreprise aujourd'hui? Alors avec le Covid, ça a été un peu perturbé en 2020, mais grosso modo, on aurait dû être rentable en juin 2020. Sans le Covid, c'était ce qui était prévu. Le Covid a complètement modifié notre stratégie. C'est pour ça qu'on a beaucoup recruté et fait énormément d'investissements en tech et même en marketing. Donc, on n'est pas rentable là sur l'année 2020, mais c'était prévu. Hein. C'était ce qui était voulu pour pouvoir aller saisir les nouvelles opportunités de marché qui se sont créées. L'objectif l'année prochaine, c'est de faire 12 millions de CA. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a prévu l'année prochaine et on va atteindre les 2000 repas jour d'ici la fin de l'année pour donner un petit peu des... Ouais, c'est bien, hein. Mm. C'est déjà un beau volume, hein. C'est super, hein. Je vois, il y a Karine Braca, je corche pas son nom, qui dit: peut-on vous envoyer un CV? Ah bah oui, on est en plein recrutement. Vous pouvez aller sur Welcome to the Jungle. Il y a tous les postes à pourvoir qui sont en ligne. N'hésitez pas à postuler directement sur la plateforme puisque la personne qui s'occupe des recrutements passe par la plateforme et vous pouvez même mettre un petit mot comme quoi vous m'avez écouté aujourd'hui. Voilà, on reçoit les candidatures et on les traite toutes. Donc n'hésitez pas à aller voir les postes qui sont encore ouverts. On est en plein recrutement. Bon, bah, c'est génial. Bon, écoute, Victoria, on arrive déjà au terme de notre échange. Vous étiez extrêmement nombreuses à nous suivre. Encore déjà un immense merci. Je vais te laisser tout simplement le mot de la fin. Voilà, tu as 30 secondes pour envoyer toute ton énergie, même si on a pu percevoir un petit peu toutes tes qualités, tous tes conseils, toutes tes précaux. Je pense que ça a beaucoup aidé toutes nos amies, en tout cas,
à se rassurer et aussi à tenter l'aventure entrepreneuriale. Moi, j'ai retenu deux choses. D'abord, il faut avoir une idée, bien évidemment, ne pas avoir peur, oser, prendre des risques, rassembler son réseau, regarder autour de soi, ne pas hésiter à appeler à l'aide, et on s'aperçoit que généralement, il y a beaucoup de retours. Voilà, apprendre de ses erreurs, et puis travailler, être maligne, s'adapter, l'agilité. Voilà, j'essaie de synthétiser un petit peu ton écosystème et ta manière de fonctionner, et c'est ce qui symbolise un petit peu ta réussite. Alors, je te laisse le mot de la fin. Je te laisse conclure, Victoria, et je te dis par avance un immense merci pour nous avoir consacré ton temps et nous avoir fait vivre ton expérience exceptionnelle. Merci beaucoup. Merci à toi, Nicolas, pour l'invitation et merci à vous toutes de vous être rendues disponibles et d'avoir assisté à la conférence. Donc, si je devais donner un conseil à celles qui hésitent à se lancer, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, quand une idée t'empêche de dormir, lance-toi. Si vous avez vraiment l'envie de le faire, faites-le, lancez-vous. Utilisez votre réseau, ne restez pas isolé. Il existe plein de réseaux pour vous aider, vous accompagner. Moi, j'ai été extrêmement accompagnée dans mes débuts d'entrepreneuriat par tous les organismes qui existent, par tous les entrepreneurs. Les entrepreneurs sont toujours friands d'aider les jeunes qui veulent se lancer, enfin les jeunes entrepreneurs, pardon, qui veulent se lancer. Je suis moi-même coach en ce moment même pour un réseau d'entrepreneurs. Donc voilà, n'hésitez pas à vous faire entourer, vous faire aider, à demander de l'aide. Ce que je dis souvent, c'est que si on ne demande pas, on n'a pas. Donc soyez culottés, osez. Donc ça, c'est pour celles qui hésiteraient. Pour celles qui sont entrepreneurs parmi vous, je suppose que la crise a pu être pour certaines d'entre vous très difficile. En tout cas, moi, j'ai pas mal d'entrepreneurs qui m'ont remonté, ben voilà, mon produit n'est plus adapté, je ne sais pas comment je vais faire, j'attends le PGE. Et là, en fait, je vais vous donner un exemple concret. J'ai rencontré récemment une jeune femme qui faisait des dessins pour des magazines. Bon, elle me disait, il n'y a plus de demande en ce moment, plus personne ne veut acheter ça. Et je lui dis, bah, écoute, essaie de te demander en quoi tes dessins pourraient demain, face au monde post-Covid qui s'est créé, apporter à quelqu'un. Et elle cherchait. Je lui dis, pourquoi pas, je sais pas, tu pourrais designer des masques pour les entreprises, parce qu'on doit tous porter le masque en entreprise et avoir une image de marque en entreprise. C'est génial, on a tous le masque de l'entreprise avec un dessin un peu sympa. Et en une soirée, on papotait comme ça, elle a dit, mais c'est génial, je vais appeler toutes les entreprises demain, je vais voir si je peux pas vendre mon concept de masque designé pour les entreprises, etc. etc. Et en fait, elle était perdue, elle pensait faire tomber sa boîte et se dire, je vais fermer ma boîte et je vais devenir salariée. Et là, d'un coup, elle s'est dit, en fait, il y a peut-être d'autres idées que je n'ai pas explorées. Donc, en gros, pour celles pour qui la crise peut être difficile, et je sais qu'il y en a beaucoup, essayez de voir s'il n'y a pas un pivot possible vers un nouveau marché, parce que quand un marché se ferme, un marché se crée. Donc, il y a forcément des nouveaux marchés auxquels vous pourriez répondre avec une évolution de votre produit. Pour essayer de pivoter et de s'adapter à la conjoncture actuelle. Et en tout cas, bon courage à toutes celles qui veulent se lancer. L'aventure est incroyable. Je vous invite à la vivre. Quelle que soit l'issue, c'est que du positif et que de l'apprentissage. Et pour celles qui sont déjà lancées, ne lâchez rien. Cette crise nous rendra forcément plus forts derrière, parce que ceux qui arriveront à la surmonter, vous verrez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, une fois qu'on arrive à surmonter ce genre d'étape, on n'a plus peur de rien et on est prêt à affronter tout ce qui pourra passer dans notre chemin. Voilà. Bon courage à toutes en tout cas. Et Victoria, être chef d'entreprise, c'est finir par réussir à force. Ne jamais abandonner. Voilà, être chef d'entreprise. Voilà, exactement. Bon, écoutez, merci à toutes. On redonne la parole à notre ami William, peut-être. Oui, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup, Victoria. Merci, Nicolas. On retrouvera Nicolas la semaine prochaine pour nos webinaires hebdomadaires. Merci beaucoup, mesdames. Et puis, on se retrouve, nous, dans 10 minutes pour un prochain webinaire. Merci. Au revoir, Victoria. Merci, au revoir. Merci à toi, William. Merci à Second Souffle.